Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence virtuelle Cultiver le changement dans la production et la consommation alimentaire qui a pour but d'éclairer l'importance de l'alimentation et de l'agriculture durable. En effet, le consommateur de part et d'autre de l'Atlantique cherche de plus en plus à consommer de manière responsable. Les gouvernements ont un rôle majeur à jouer non seulement dans le développement de pratiques agricoles durables, mais également dans la sensibilisation des citoyens sur l'importance de telles pratiques. Les sigles de qualité découlant de ce principe, notamment les produits biologiques, pourraient représenter une opportunité pour consolider les échanges commerciaux entre la France et le Canada. Xavier Bonnet, bonjour. Vous êtes le chef des services économiques du Canada à l'ambassade de France d'Ottawa. Et aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur ce sujet en compagnie de vos deux invités, Gisèle Yasmine, directrice générale du Réseau pour une alimentation durable, et Julien Foss, adjoint à la direction de France Stratégie. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci Laetitia et ravi d'être aujourd'hui sur cette conférence du CIAL consacrée effectivement à cette problématique qui connaît, je crois, un engouement assez important depuis quelques années, aussi bien en France qu'au Canada. Donc, pour éclairer un petit peu les débats, effectivement, nous avons organisé cette conférence avec Gisèle Yasmine, qui est directrice générale de réseau pour une alimentation durable. Elle est parmi ses innombrables activités, elle est aussi professeure adjointe à l'école d'environnement et de durabilité de l'Université Royal Rhodes et elle est affiliée à l'Institut de sécurité alimentaire mondiale Margaret Gilliam de l'Université McGill. Auparavant, elle a servi en tant que consultante et conseillère pour plusieurs organisations internationales, dont la Banque mondiale. Gisèle est l'auteur de plusieurs publications académiques que vous trouverez facilement sur Internet. Par ailleurs, donc, avec nous, Julien Foss, depuis Paris, Julien qui est donc directeur adjoint développement durable et numérique dans l'institution France Stratégie, qui est rattachée donc au Premier ministre en France, qui est une institution qui cherche à animer les débats et en particulier les débats économiques, un peu un think tank au sein du gouvernement. Julien est docteur vétérinaire et spécialisé en santé publique et il est aussi docteur en biologie. Il a beaucoup travaillé sur ces questions d'alimentation et d'agriculture et il a travaillé dans l'enseignement supérieur agricole et il a travaillé au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Voilà, donc sans plus attendre, rentrons dans notre sujet d'aujourd'hui avec en introduction, quelques 10 minutes peut-être, Julien, pour commencer. À toi la parole, Julien. Merci Xavier, et puis merci de cette invitation qui va nous permettre d'échanger et de partager nos expériences entre la France et le Canada sur ces questions d'alimentation et d'agriculture durable. Alors je vais tenter de vous partager une présentation qui va être assez courte et dont l'objectif est simplement de vous dresser un petit panorama de ce qu'est aujourd'hui l'agriculture durable et plus particulièrement l'agroécologie. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est la manière dont on définit cette agroécologie qui est très présente en France. Alors, attendez, j'essayais de faire passer mes diapos. Mais ça ne marche pas. Un petit problème technique. Voilà. Donc, très rapidement, comment définit-on l'agroécologie telle qu'on l'entend en France? Alors, il y a beaucoup de définitions portées par des chercheurs, par des agronomes, par des biologistes, et celle que l'on retient dans les politiques publiques en France, c'est une forme d'utilisation optimale des ressources apportées par la nature en remplacement de l'utilisation des intrants de synthèse, les antibiotiques, les pesticides, les engrais, pour essayer d'accroître la résilience des exploitations agricoles, résilience au sens environnemental du terme, mais aussi résilience au sens économique du terme.
Et cette notion d'agroécologie a trouvé un écho très important en France à partir de 2014 avec l'inscription de ces principes d'agroécologie dans la loi d'orientation agricole qui a été promulguée à l'époque et qui fixe en fait le cadre de diffusion de l'agriculture en France. Alors, derrière cette définition de l'agroécologie, en fait, se cache un très grand nombre de pratiques, un très grand nombre de référentiels, de cahiers des charges, de labels qui peuvent être publics ou privés et qui vont relever de ces principes de l'agroécologie. J'en cite deux sur cette diapositive, qui est l'agriculture biologique et puis une autre forme d'agroécologie qui ne consiste pas à abandonner totalement l'utilisation de pesticides, mais à en réduire l'usage, c'est l'agriculture à haute valeur environnementale ou HVE. On s'est intéressé à France Stratégie à l'analyse des performances de ces différents cahiers des charges. Et ce que l'on observe, c'est qu'un très grand nombre d'exigences environnementales sont portées par ces différents cahiers des charges, mais que leur ambition est quand même très différente. Et parmi ces 23 référentiels, ces 23 labels agroécologiques que l'on peut trouver en France, et donc que le consommateur peut trouver en France sur les produits qu'il va acheter en grande surface, deux d'entre eux sortent du lot parce qu'ils vont présenter des niveaux d'exigence environnementale très importants. C'est l'agriculture biologique, la bio, et puis l'agriculture HVE, à haute valeur environnementale. Je vais m'intéresser plus particulièrement à l'agriculture biologique parce que c'est celle qui, en France, rencontre le plus grand succès, le dynamisme le plus important. Ça représente aujourd'hui un petit peu plus de 2 millions d'hectares de culture bio, soit 42 000 exploitations agricoles concernées, un petit peu moins de 8% de la surface agricole, mais on a une croissance continue du développement de cette agriculture biologique qui représente quand même 14% des emplois du secteur agricole en France aujourd'hui et qui est appelé à se développer puisque c'est ce qui vous est représenté sur ce petit graphique, avec l'évolution du chiffre d'affaires du secteur de la bio, donc qui inclut à la fois la production primaire, l'agriculture, mais aussi la vente en grande surface et puis dans les établissements de commerce spécialisés. On voit qu'on a une croissance forte, continue du marché de la bio en France. On était à 7 milliards de chiffre d'affaires en 2007 en euros, et puis ce chiffre croît. Et on a un objectif à terme d'atteinte et de dépassement des 10 milliards d'euros. Pour accompagner cette transition, pour soutenir le développement de cette agriculture biologique, on a en France différents types d'aides qui ont été mises en place. Les premières dépendent de la politique agricole commune, la PAC, qui donc s'applique à l'ensemble des États membres de l'Union européenne et qui joue un rôle très très important dans l'orientation du secteur agricole français. Grosso modo, la PAC, c'est environ 9 milliards et demi d'aides publiques qui sont versées chaque année au secteur agricole, aux agriculteurs, pour différents types d'actions, dont des actions de développement de l'agriculture biologique avec des aides qu'on appelle les aides à la conversion, donc qui vont soutenir les agriculteurs quand ils vont changer de système de production et passer d'une agriculture conventionnelle qui va utiliser des pesticides à de l'agriculture biologique. Et puis on a d'autres dispositifs, notamment des crédits d'impôt, des aides qui peuvent être également versées par d'autres institutions publiques, notamment les conseils régionaux et les agences de l'eau. Agences qui gèrent et qui pilotent en fait les différents systèmes hydriques et hydrologiques en France et qui vont pouvoir soutenir le développement de l'agriculture biologique pour limiter des pollutions dans les cours d'eau. L'autre point important pour que tout cela tienne, pour que tout cela fasse sens, pour qu'on ait un vrai développement de la durabilité du système alimentaire dans son ensemble, c'est-à-dire les agriculteurs, mais aussi qu'il y ait des incitations au changement de pratiques alimentaires, au changement de pratiques des consommateurs. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place en France, notamment une loi assez récente, qui date d'octobre 2018, qui faisait suite à un grand exercice de concertation, les États généraux de l'alimentation, et qui visait à apporter des éléments assez génériques d'orientation du secteur agricole et du secteur alimentaire. Alors la France est un pays qui, à la différence du Canada, est très centralisé
depuis la Révolution française. Donc, on va fixer de Paris un certain nombre de règles qui vont s'appliquer à l'ensemble du pays et notamment des règles qui vont s'appliquer à l'ensemble de la restauration collective, c'est-à-dire les cantines, qu'il s'agisse des cantines scolaires ou de la restauration hors foyer qui peut être développée dans un certain nombre d'institutions publiques. Et l'objectif qui a été fixé par cette loi, c'est d'avoir d'ici 2022, donc une échéance très proche, au moins 50% de produits qu'on appelle de qualité et durable dans l'offre alimentaire de cette restauration collective. Donc derrière, vous avez un certain nombre de labels, le label rouge, le label HVE, et puis le label agriculture biologique. Agriculture bio qui doit représenter au moins 20% de l'offre alimentaire. Donc voilà, il y a un élément d'incitation extrêmement fort qui est adressé aux communes, aux maires des villes pour qu'ils mettent d'ici 2022 au moins 20% de produits bio dans l'offre de leur cantine scolaire. Et donc, ça peut driver, ça peut tirer la production bio. Puis, il y avait dans cette loi qui fixait un cadre assez général d'orientation de l'offre alimentaire, d'autres mesures. On proposait de mettre en place un menu végétarien par semaine. Donc là, on réduit l'empreinte carbone de l'offre alimentaire au niveau des cantines en développant les repas végétariens en substitution de la consommation de viande. Il y avait une incitation à développer des plans pluriannuels de diversification des protéines. On est toujours dans la même idée, moins de protéines animales, plus de protéines végétales, et puis d'autres mesures qui portent sur l'interdiction d'usage de couverts en plastique ou la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà donc très rapidement brossé un petit panorama de ce qu'est aujourd'hui l'état du développement de l'agriculture biologique et plus globalement de l'agroécologie en France, et puis des dispositifs qui ont été mis en place et qui visent vraiment, je le redis, à la fois à inciter un changement de pratique du côté des agriculteurs, mais aussi pour que tout cela fasse sens, inciter les consommateurs à changer de mode de consommation alimentaire et donc qu'il y ait aussi un driver du côté de la consommation et de l'offre alimentaire pour que tout cela tienne. Voilà très rapidement ce que je pouvais dire en introduction de cette présentation. Merci, merci Julia pour cette introduction. Bien sûr, on va revenir sur tout ça dans notre discussion. Donc la parole maintenant à Gisèle pour présenter ce qui se passe du côté canadien. À toi, Gisèle. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Vous pouvez voir, j'espère. Marche. Voilà, ça marche. Je tiens à remercier l'ambassade de France pour l'invitation et aussi le CIAL. Je connais très, très bien le CIAL tant qu'à Paris que CIAL Montréal. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour moi et pour mon organisme de Réseau pour une alimentation durable. J'aimerais aussi faire un peu un tour d'horizon pour vous présenter notre organisme et notre travail et comment c'est relié à la question de production et consommation d'aliments durables. Donc, pour commencer, je présente le RAD, le Réseau pour une alimentation durable. Nous sommes une alliance d'organismes et d'individus qui travaillent pour faire progresser la sécurité et la souveraineté alimentaire grâce à 3 objectifs indépendants. Faim zéro, ce qui est possible, tout à fait possible, et c'est possible depuis très longtemps. Des aliments sains et durables et un système alimentaire durable. Donc, j'aimerais noter ici que nous appuyons un mouvement social. C'est un mouvement de citoyens qui veulent voir des changements dans le système alimentaire. Donc, monsieur et madame, tout le monde jusqu'à un certain point. Nous avons 3 activités centrales. D'abord, des échanges d'informations ou d'informer, de rendre disponible de l'information dynamique, pratique, d'encourager les débats démocratiques sur les enjeux alimentaires. Mais aussi, on joue un rôle de rassemblement. Donc, on soutient des réseaux, on a des activités d'apprentissage, de recherche, des concertations. Pendant des années, on avait des assemblées. C'était les plus gros rassemblements pour le mouvement alimentaire au Canada, jusqu'à 800 personnes parfois.
Et aussi, on fait du plaidoyer, surtout au niveau fédéral. Donc, plaidoyer pour des politiques alimentaires au niveau fédéral qui reflètent les priorités du mouvement alimentaire. Donc, juste pour vous donner un petit peu la petite histoire, nous avons été incorporés en 2006 et c'est certain qu'il y a eu d'autres activités avant la création de notre organisme, mais proprement dit, après que nous avons été incorporés comme organisme sans but non lucratif, il y a eu un processus de concertation qui s'est appelé une politique alimentaire populaire pour le Canada. Donc, il y a eu au moins 3500 personnes impliquées, des discussions sur, quels sont les enjeux dans le système alimentaire. Nous avons eu aussi des concertations et de l'engagement des citoyens dans les élections fédérales, avec des campagnes qui s'appellent Je mange, donc je vote. Donc, on a fait ça en 2015 et aussi la dernière élection fédérale l'année passée, en 2019. Et ça a été assez puissant comme activité où les citoyens peuvent rencontrer leurs candidats politiques et discuter ces questions d'agroalimentaire. Nous avons eu toutes sortes de consultations, de concertations. Désolée pour le graphique en anglais, c'est un oubli. Nous travaillons en français et en anglais, mais des concertations pour plaidoyer pour une politique alimentaire pour le Canada au niveau fédéral. Et donc, il y a eu un nombre de soumissions par rapport à des citoyens, des organismes par rapport à cette politique. Et puis, donc, nous avons eu on ne peut pas dire que c'était juste nous, mais il y a eu une initiative de la part du fédéral pour créer cette politique. Et en 2019, la ministre de l'Agriculture agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, a annoncé la toute première politique alimentaire pour le Canada à Montréal. Ça c'était au mois de juin. Nous avons fait plusieurs études, comme j'ai dit. Donc, nous avons une étude spécifiquement sur ce sujet de consommation d'aliments durables qui est disponible sur notre site Internet en français et en anglais. Vous pouvez le télécharger. Et bon, la conclusion de cette étude, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent consommer bio, mais qui n'ont pas nécessairement, ou pas juste bio, mais des aliments qui ont été produits de façon durable, d'une manière ou une autre, où la main-d'œuvre a été bien traitée, où les animaux ont été bien traités aussi, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers. Donc, nous, on veut changer le discours que ce n'est pas une question que ça coûte cher acheter bio, mais c'est une question de régler des inégalités sociales. Donc, je vous encourage de regarder ce rapport-là qui est quand même assez intéressant. Et puis, avec la COVID-19, il y a un bruit quelconque. Donc, je ne sais pas si quelqu'un pourrait fermer leur micro, s'il vous plaît. Alors, je peux fermer les micros. OK, d'accord. Nous avons publié un plan d'action politique qui s'appelle Accroître la résilience et l'équité. Et c'est un plan d'action pour la politique alimentaire dans le cadre de la pandémie. Ça a été assez bien reçu. Je fais le tour des grandes conclusions. Ça aussi, c'est disponible sur notre site Internet. Nous voulons aborder les causes profondes de l'insécurité alimentaire, qui est essentiellement des questions de pauvreté. Et deuxième, c'est le plus important pour nous aujourd'hui, de mettre en place des systèmes alimentaires locaux, écologiques et durables. Et on voit ça comme une stratégie pour la relance économique du Canada, et puis réduire le gaspillage aussi. Et soutenir la souveraineté alimentaire des peuples autochtones, ce qui est très important. Le Canada est le résultat de plusieurs colonisations européennes, donc les peuples autochtones, malheureusement, ont été marginalisés et il faut respecter les traités, leur accès aux ressources, à la terre. Ils ont aussi une belle façon de voir les choses, la transition écologique. Donc, beaucoup de choses à nous apprendre là-dedans. Le travail décent et la justice pour tous les travailleurs dans la chaîne alimentaire, y compris les travailleurs migrants. Et il faut que les citoyens fassent partie des concertations. Aussi, on aimerait harmoniser les politiques alimentaires nationales ici au Canada et internationales à l'étranger.
Et nous n'avons pas un programme national d'alimentation scolaire. Le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas un tel programme comme ça. L'UNICEF nous a critiqué que les enfants canadiens ne mangent pas bien, pas assez de fruits et légumes, par exemple. Et aussi, donc c'est vraiment une occasion aussi pour nous d'appuyer cette transition écologique et cette consommation-là. Mais aussi, c'est un peu plus compliqué qu'en France parce que nous avons plusieurs provinces, des territoires, des paliers. C'est une fédération. Donc, mais ça avance. Le Québec aussi a investi dans l'alimentation scolaire. Plusieurs provinces sont impliquées. Donc, nous avons de l'espoir que ça va marché. Dans le budget fédéral de 2019, il y a eu une promesse de faire une concertation et de créer un tel programme. Et c'est vraiment le temps pour le Canada. Nous avons une conférence aussi au mois de novembre. Je vous invite, nous allons lancer les inscriptions bientôt. Vous êtes bienvenus. Et au plaisir d'en discuter davantage dans la séance de discussion. Merci. Merci Gisèle, merci Julien. Donc peut-être pour commencer le débat, et comme vous l'avez bien expliqué, il y a des dynamiques assez complexes en jeu. Il y a une production qui s'accroît, des surfaces cultivées qui s'accroît pour le bio et l'agriculture durable en France comme au Canada. Donc les producteurs semblent de plus en plus convaincus, signe sans doute qu'ils répondent à une demande aussi croissante. Et puis, comme vous l'avez indiqué tous les deux, il y a des politiques publiques qui animent un petit peu cette dynamique. Donc en fait, la première question, c'est dans ce triptyque entre production, consommation et politique publique d'animation, qu'est-ce qui est le plus important selon vous et quel est l'ingrédient qui est le plus moteur et sur lequel on doit et on peut s'attendre à le plus d'évolution dans les années à venir? Gisèle, est-ce que du côté canadien, oui, j'aimerais. Ben, au niveau des citoyens, c'est quand même assez bien parti. Tout ce qui est de l'industrie bio, par exemple, ou je pense qu'il y a une réalisation qu'il faut faire cette transition vers un nouveau modèle. Mais il y a des obstacles, comme j'ai mentionné, il y a les obstacles de revenus, d'inégalité sociale. Donc, il faut redresser ces questions-là. Il y a des gens qui veulent participer et qui ne sont pas capables de participer dans ce système en tant que consommateurs. Et la situation est assez grave avec les pertes d'emploi. Il faut des politiques publiques comme on aimerait bien ça, un programme national de saine alimentation scolaire. Ça pourrait nous aider à plusieurs niveaux avec, comment on dit, l'approvisionnement dans le secteur public, comme vous avez fait en France. Donc, et pour la production, il y a déjà un mouvement de fermiers qui sont là-dedans, mais il faut que les incitatifs soient là, comme vous avez fait, pour appuyer cette transition. Donc, il y a un nouveau groupe qui s'appelle les fermiers pour qui appuient les solutions climatiques. Et c'est justement leur objectif, c'est d'avoir plus de soutien pour embarquer les fermiers autant que possible dans cette transition. Les fermiers sont pris dans un système qu'ils ne contrôlent pas et et surtout les petits et les moyens. Donc, il faut vraiment ces politiques publiques, tant au niveau du gouvernement fédéral et on parle du Canada, il faut que ça soit bien aligné avec les provinces. Hein? Donc, et au niveau du consommateur, est-ce qu'il y a, indépendamment des politiques publiques, est-ce qu'au Canada, oui, absolument, absolument. Donc, on parle dans notre rapport d'abord, il y a le revenu, un revenu de base. On commence à discuter ça hein, avec la perte d'emploi. Tout le monde en discute. On ne peut pas laisser les gens crever de faim. Donc, c'est un peu la même chose avec le logement. Donc, il faut des appuis, de bien manger, d'avoir des fruits et légumes. Il ne faut pas que ça soit juste pour les riches. C'est une question de santé publique ici. Ça nous coûte 26 milliards par année les problèmes de santé par rapport à la malbouffe ici au Canada. Hein. Donc, il y a ça. Il y a aussi les idées des subventions pour appuyer les gens, les ménages à faible revenu, d'être capables de consommer en santé.
Il y a aussi les accès aux terres pour cultiver. Il y a toutes sortes d'initiatives en milieu périurbain pour avoir des jardins qui produisent des fruits et légumes bio, tout ça. Il faut appuyer ces jeunes fermiers-là pour qu'ils continuent dans leur cheminement. La plupart des fermiers ont 60, presque 60 ans. Donc, ils sont très endettés. Donc, il y a toutes sortes de moyens politiques à plusieurs niveaux, à plusieurs paliers politiques pour appuyer cette transition-là. On ne peut pas laisser ça complètement au marché, surtout dans un temps de pandémie. Julia, du côté de la France, qu'est-ce qui tire le plus finalement le développement de cette agriculture durable? Est-ce que c'est côté consommateur, le producteur ou l'incitatif, effectivement, des incitations développées par les pouvoirs publics? Si on veut vraiment être cohérent de toute manière pour que le système alimentaire dans son ensemble bouge et aille vers plus de durabilité, il faut lever tout un tas de verrous sociotechniques à chaque échelle de ce système, donc du producteur au consommateur. Il y a en France, comme Gisèle l'a montré au Canada, une vraie demande sociétale d'une production alimentaire de proximité, plus de durable, moins de pesticides. La question du bien-être animal est une question extrêmement forte qui occupe une place de plus en plus importante dans les médias. Donc, il y a vraiment des préoccupations très, très convergentes avec ce que Gisèle a présenté du côté canadien. Et cette demande-là, cette demande des consommateurs, elle se traduit par une consommation de produits bio de plus en plus importante avec exactement le même frein que ce qu'on observe au Canada, c'est-à-dire la question du prix. Donc, comment on peut offrir et proposer aux consommateurs une alimentation durable à un coût raisonnable qui soit aussi une alimentation qui puisse rémunérer justement à leur juste revenu les agriculteurs. Parce qu'on a cette difficulté en France, c'est-à-dire qu'on a un niveau de rémunération des agriculteurs qui est très, très, très variable en fonction du type de production, mais qui, pour environ 30% des agriculteurs français, est extrêmement faible, en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, on a cette difficulté-là, c'est-à-dire concilier une réponse aux attentes des consommateurs et puis également cette réalité économique qui fait qu'il faut justement rémunérer les agriculteurs. Alors, la particularité de la France, c'est qu'au-delà de ce driver de la consommation, avec ces lignes qui bougent très très fortement, on a un cadre majeur dans l'orientation de l'agriculture qui est la politique agricole commune qui se décide à Bruxelles, qui se décide pour 27 États membres et qui doit donc tenir compte des spécificités de ces 27 États membres qui ont des structures, qui ont des terroirs, des territoires et des demandes sociétales qui sont très très variables. Et on voit bien que c'est vraiment la conciliation et la mise en cohérence de ces attentes des consommateurs et de ces politiques conduites au niveau européen qui va faire sens et qui va permettre vraiment d'orienter de manière durable l'agriculture vers la durabilité. Et on est là à un moment un petit peu à un tournant puisque les discussions sur la future politique agricole commune sont en cours à Bruxelles, qu'il y a eu des prises de position de la Commission européenne extrêmement forte autour d'une stratégie Farm to Fork qui vise vraiment à sortir des approches très sectorielles où on va définir des aides pour l'agriculture en oubliant un peu le volet consommation. Puis on a d'autres stratégies qui sont en cours de développement, notamment des stratégies en faveur de la biodiversité qui, là aussi, vont sans doute orienter notre agriculture et la politique agricole commune vers moins de pesticides, plus d'infrastructures agroécologiques qui vont soutenir la préservation de la biodiversité. Donc on voit qu'on est à un moment un petit peu historique où on peut proposer un ensemble convergent de mesures qui vont de la politique agricole à la politique de l'alimentation, qui permettent vraiment d'engager une transition de notre système agricole et puis surtout qui permettent de répondre aux grands enjeux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés, là, que ce soit au Canada ou en France, c'est-à-dire le dérèglement climatique et puis l'érosion, l'effondrement de la biodiversité. Donc voilà, pour répondre à ta question, Xavier, il faut essayer de tout concilier et donc il faut essayer d'arbitrer intelligemment entre des attentes un peu divergentes aussi entre les différents acteurs des filières. Oui.
Oui, donc c'est effectivement assez complexe. Il faudra du temps pour tout ça. Est-ce qu'il y a, il y a quelques questions maintenant qui sont arrivées là, des participants que nous saluons et que nous remercions de leur participation. Alors, parmi les questions, il y en a certaines qui ont trait au circuit court. Euh, donc effectivement, et ça a toujours été un débat qui entoure, comme vous l'avez dit déjà, le développement de l'agriculture durable, la proximité de la production par rapport à la consommation. Il y a peut-être, dans la conjoncture actuelle avec la pandémie, il y a eu des débats encore renforcés sur cette question-là. Quelle est votre analyse en fait de cette appétence finalement également de consommateurs pour ce renouveau d'appétence pour avoir des produits locaux et en particulier dans cette période de temps un peu difficile liée à la pandémie. Julien? On a eu donc, avec la crise du Covid, effectivement, une demande forte de proximité, de circuits courts, d'offres alimentaires de proximité qui a fait jour. Et donc, ça répond à la fois à une prise de conscience assez forte des consommateurs par rapport aux enjeux environnementaux, et puis aussi à une réalité très géopolitique, c'est qu'un certain nombre de frontières se sont fermées, que la question aussi de l'autonomie alimentaire, au même titre qu'elle s'est posée pour la production d'un certain nombre de biens industriels ou de médicaments, ben, elle s'est posée dans un certain nombre de pays et elle pourrait aussi se poser en France si on avait à nouveau une grande crise sanitaire qui conduirait à des épisodes de fermeture d'abattoirs comme ceux qu'on a pu voir aux États-Unis, qui ont quand même eu des conséquences majeures sur les différentes filières agricoles qui étaient concernées. Donc, la question de la souveraineté alimentaire associée à la question du développement des circuits courts pour répondre à un enjeu de durabilité ont convergé en fait avec cette affaire de Covid et la crise sanitaire et économique qui a eu lieu. L'une des difficultés qu'on peut avoir par rapport à ces circuits courts, c'est qu'une agriculture de proximité ne peut pas se développer partout. Paris et l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Comment on fait pour nourrir en proximité ces 12 millions d'habitants avec des logiques de circuits courts? Alors après, on peut toujours chipoter sur la définition de ces circuits courts. Est-ce que c'est 20 km entre la production et la consommation, 50 ou 100 km? Mais on voit bien que les circuits courts ne pourront pas être mis en œuvre partout de la même manière parce qu'on a des structures urbaines, parce qu'on a des métropoles, parce qu'on a une répartition de la population en France qui est très, très hétérogène. Mais à côté de cela, on voit bien qu'on a une montée en puissance dans le débat public et aussi dans l'expression des attentes des consommateurs d'une agriculture et d'une alimentation de proximité qui est de plus en plus forte. Alors Gisèle, du côté canadien, et pour reprendre aussi la question qui est posée, c'est aussi est-ce qu'il y a un rôle particulier de la part des coopératives agricoles dans cette problématique des circuits courts? Est-ce qu'il faut que les coopératives agricoles jouent un rôle particulier? Ben, c'est certain, mais il y a toutes sortes de coopératives. Il y a des énormes coopératives agroalimentaires, il y a des très petites aussi. Toute cette question d'économie sociale, d'innovation sociale, financement social, c'est sûr que ça peut jouer un rôle très important. Les collectivités ont définitivement, sont très, très engagées dans ces questions-là. Il y a une soif de la part du consommateur. Et puis, comme Julien l'a dit, avec la fermeture des frontières, ça a forcé un petit peu la chose pour concentrer un peu plus au niveau local. Mais oui, il y a des obstacles en périurbain. Les terres coûtent très, très cher. Donc, il y a ces obstacles-là. Il faut des politiques publiques pour régler un petit peu ces histoires-là. Il y a énormément de jeunes qui veulent travailler, aussi des jeunes, des communautés noires, racisées, sont beaucoup plus marginalisées dans le système, mais il y a des initiatives à Toronto, Black Creek Community Farms, par exemple, qui voudraient desservir davantage. Bon, c'est bio,
ça donne des emplois, tout ça, c'est des entreprises sociales. Donc, il faut encourager ces tendances-là pour aussi garder aussi un certain pouvoir économique dans les communautés, dans le système agroalimentaire. La franche réalité, c'est qu'il y a, je ne sais pas, 6 à 10 grandes sociétés multinationales qui contrôlent énormément les ressources, l'infrastructure, ainsi de suite. On a vu ça aussi, les abattoirs. Il y a 4 ou 5 énormes abattoirs. Et bon, il y a des fermiers qui ont dû tuer leur bétail. Il n'y a personne qui les a mangés. Il n'y avait pas d'infrastructure. Donc, il y a toutes sortes même avec les chaînes de réfrigération et des choses comme ça, les PME n'ont pas tellement accès, même au Canada, n'ont même pas accès à la réfrigération dans un pays riche. Donc, il y a aussi, mais c'est une occasion de bâtir de l'infrastructure pour mieux desservir les petits producteurs, distributeurs, les communautés locales avec des bons programmes sociaux. Et j'aimerais aussi mentionner une autre chose, que l'objectif 12 des objectifs de développement durable, ça nous force partout dans 10 ans de faire une transition de consommation et production durable. Donc ce débat sur les circuits courts, ça résonne aussi avec celui du commerce international. Quel est effectivement, comment on peut voir, concilier à la fois une problématique effectivement de recentrage production et consommation locale avec quand même cette problématique qui est recherchée dans les accords de commerce internationaux, en particulier celui entre l'Union européenne et le Canada. Mais au-delà de cet accord-là, l'idée qu'on a un secteur agricole exportateur, comment on arrive à concilier effectivement le besoin croissant de la part de pays tiers et ce besoin de consommer local, de produire local. Comment voyez-vous les choses se mettre en cohérence? Alors Gisèle, peut-être. OK, d'accord. Oui. Bien, c'est une question d'équilibre. Hein? C'est certain, le système canadien est très orienté vers l'exportation de toutes sortes d'affaires, de produits à l'étranger, mais il faut mieux équilibrer aussi avec nos besoins au niveau des citoyens du Canada, des objectifs de santé, de développement économique, d'environnement et tout ça. Moi, je bois du café chaque matin. Hein? Il n'y aurait jamais du café produit au Canada. Peut-être certains processus peuvent se passer ici, mais en ce moment, le système, selon nous, est trop déséquilibré. Donc, il est tellement orienté vers les exportations qu'on néglige un peu nos propres besoins. Donc, c'est ça où il faut trouver des politiques économiques, des politiques sociales et d'autres pour mieux équilibrer, pour s'assurer que notre propre population soit en santé, soit bien nourrie et que nos terres aussi soient, nos sols, l'eau soit vraiment dans un bon état environnemental. Donc, c'est ça le défi, c'est d'avoir un équilibre entre tous ces facteurs. Je vais vous donner un exemple. Le Canada fait énormément d'exportations de lentilles et des choses comme ça. Mais moi, je mange beaucoup de lentilles. C'est recommandé, en fait, par les experts en santé, mais on les vend à l'étranger et puis après ça, on les rachète en sac. Oui, c'est sûr, mais ça, c'est la grande question, c'est la main-d'œuvre. Hein? Donc, on n'en a pas discuté. C'est certain que c'est un facteur et il faut que les travailleurs soient bien rémunérés. Et il faut des politiques publiques pour appuyer ça et pour appuyer l'achat des produits par la suite. Julien, un avis sur la question? Alors, Gisèle a dit l'essentiel, c'est une question d'équilibre. Alors, même si le réchauffement climatique pourrait conduire à ce qu'on produise différemment dans les années à venir, effectivement, on n'est pas prêt d'avoir des plantations de café au Québec, mais pas non plus en France. Donc,
Mais il faut équilibrer des systèmes qui aujourd'hui dysfonctionnent. On ne peut pas continuer à avoir une production agricole dont l'empreinte carbone va être désastreuse pour l'ensemble de la planète. On a des capacités de production locale qu'il faut absolument soutenir, aussi parce que ça permet de maintenir de l'emploi agricole non délocalisable dans les territoires ruraux qui, en France, peuvent connaître dans certaines zones un dépeuplement assez fort. Et donc, il faut réfléchir à ça. Il faut concilier cette exigence climatique, cette exigence environnementale qui est de plus en plus importante, l'enjeu social qui consiste à bien évidemment préserver de l'emploi là où c'est possible. Et à côté de cela, il y a un certain nombre de productions qui ne pourront pas être relocalisées. Donc, il faudra continuer à exporter et à échanger entre les deux rives de l'Atlantique sur ces productions. Mais il faudra le faire de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement en réfléchissant absolument à ces questions d'empreinte carbone. Et l'un des moyens de répondre en fait à la question des arbitrages entre agriculture relocalisée et exportation ou agriculture d'exportation, c'est véritablement cette question du climat qui risque de la trancher pour nous. Est-ce qu'on peut continuer en France à avoir du bétail qui va être élevé et nourri à partir de tourteaux de soja qui provient d'Amérique du Sud et qui a été produit sur des terres dont on sait très bien qu'elles sont majoritairement issues de la déforestation de l'Amazonie? Non, parce qu'on sait produire autrement. Et on sait produire au niveau national, au niveau français. Et je pense qu'on a exactement le même parallèle qui peut être dressé du côté canadien. Donc, il va falloir arbitrer. On ne pourra pas clore définitivement, bien évidemment, mettre un terme définitif au commerce international, mais il faudra ajuster en fonction des productions et en fonction de l'empreinte carbone des différents produits agroalimentaires. Alors, pour poursuivre sur cette question et avec une question qui émane de l'assistance, enfin, deux questions à vrai dire. L'une qui porte sur les deux portant sur les politiques publiques pour accompagner tout cela. L'une porte sur les moyens mis en place avec les signes de reconnaissance, les indications géographiques ou autres. Et l'autre question porte sur le soutien à la conversion. Dans ces deux dimensions, la France peut être un petit peu en avance par rapport au Canada. Est-ce que, Julien, tu peux nous expliquer un petit peu davantage, tu l'as déjà fait au départ, mais rappeler un petit peu le développement de ces deux piliers pour soutenir la production et l'agriculture durable? En France, c'est vrai qu'il y a une histoire assez ancienne et un positionnement un peu en précurseur sur ces questions de labels, de référentiels de qualité. Le tout premier label qui a été développé en France date de 1964, c'était le label rouge. Et l'objectif, c'était de produire notamment de la viande ou des végétaux qui avaient une qualité en termes de goût, en termes de mode d'élevage différente de la production traditionnelle. Et l'objectif était vraiment de permettre aux consommateurs de distinguer ces produits issus de modes de production un petit peu qualitatifs de la production traditionnelle. Et bien évidemment, ça permet avec ces labels d'avoir un consentement à payer des consommateurs qui vont être prêts à payer un peu plus ces produits issus de filières plus difficiles techniquement ou plus exigeantes. Donc, c'est un point qui est porté en France historiquement par les professionnels du secteur agricole, par le secteur agroalimentaire, qui est très encadré juridiquement. On a une réglementation qui est ancienne et qui est sur le contrôle de ces différents labels qui est très, très importante, qui a été reprise dans les années 90 à l'échelon européen. Donc, on voit que ça fait des petits, comme on dit. Mais on a vraiment ce cadre qui est très, très fort réglementairement et qui permet tout à la fois de garantir au consommateur, lorsqu'il achète un produit qui a un label bio, un label rouge, un label HVE, le respect de normes, le respect de cahiers des charges qui vont faire l'objet de contrôles sur le terrain par des organismes certificateurs dédiés. Et puis, on peut avoir dans un certain nombre de cas, comme notamment l'agriculture biologique,
l'agriculture biologique, pardon, des dispositifs d'aide qui sont des dispositifs d'aide publique dans un certain nombre de cas, mais qui peuvent aussi être des dispositifs portés par des collectivités locales, par des conseils régionaux, dans un certain nombre de cas par des mairies qui vont éventuellement soutenir le développement d'agriculteurs bio en périphérie des villes pour alimenter leurs cantines. Donc, différents types d'aides publiques, qu'il s'agisse des aides de la politique agricole commune, donc des aides européennes ou au niveau national de collectivités locales qui vont permettre de soutenir, d'accélérer cette transition et ce point. Et puis l'autre point important pour le développement de la bio, c'est aussi des prix de marché qui sont plus rémunérateurs et qui permettent dans un certain nombre de cas d'assurer déjà, au-delà de ces aides, des revenus décents et plus importants pour les agriculteurs. Voilà donc très rapidement les différents dispositifs qui existent, mais c'est vrai qu'on a en France une histoire un peu particulière par rapport aux labels et aux différents signes de qualité qui sont vraiment inscrits dans le paysage alimentaire et commercial français. Alors Gisèle, qu'en est-il du côté canadien? Il y a aussi beaucoup de labels Oui. et il y a aussi beaucoup de politiques publiques, y compris dans les provinces, pour soutenir l'agriculture durable. En fait, je suis jalouse de vous en Europe jusqu'à un certain point et le Canada n'a plus le choix. Là. En fait, le monde n'a plus le choix. Comme on a vu, il faut penser à l'échelle planétaire. Et puis, je viens de mettre dans le clavardage le dernier rapport de la FAO, par exemple. Donc, le Canada sera obligé de faire quelque chose. On a vu dans le discours du trône la semaine passée des beaux mots finalement, que le secteur agroalimentaire est une priorité, tant au niveau de la faim, de la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire, et au niveau de la production et les changements climatiques. Donc, c'est un petit peu du jamais vu, où dans tous les discours précédents, on parlait d'exporter, je ne sais pas quoi, en Chine. Donc, il y a une transition. C'est des mots. Il faut voir les budgets maintenant, les programmes politiques et aussi les provinces. C'est ça, au Canada, parfois, souvent, les provinces sont plus puissantes que le gouvernement du Canada. Mais nous sommes confiants qu'avec la relance économique qui est nécessaire, où il faut de l'activité économique qui va vraiment employer les gens, qui va en même temps pas détruire la terre, qui va nourrir la terre et nos corps, que c'est le moment. C'est pour ça qu'on a sauté tout de suite. Peut-être que la pandémie, c'est certain que c'est un moment très difficile, mais c'est une ouverture, c'est une fenêtre pour faire des gros changements profonds. Et il y a une question là qui rebondit un petit peu sur ce que tu disais, Gisèle, sur le rôle de la jeunesse. Bon. Ouais. Est-ce que c'est effectivement un atout pour le Canada? Bien, écoutez, je peux vous dire que moi, les jeunes m'inspirent. Hein? Et je vois une jeune génération dans le mouvement alimentaire qui veulent changer les choses et qui sont impliqués et il faut les appuyer parce que j'ai vu même avec mon propre fils de 17 ans, okay, durant la pandémie, avec la fermeture des écoles, il a découvert l'horticulture et il y avait un moment donné dans la société où c'était pas à la mode hein, d'être un fermier, c'était vu comme c'était mal vu là. Donc moi, c'est les jeunes qui me donnent l'espoir et puis il faut les appuyer dans cette transition-là parce que la plupart des fermiers ont mon âge, sont dans la mi-cinquantaine et puis on ne peut plus continuer il faut une relève, mais les jeunes souvent veulent autre chose. Ils ne veulent pas le modèle comme le vieux modèle. Mais Gisèle, pour les convaincre, il faut peut-être aussi démontrer que les modèles d'agriculture durable sont rentables et permettent de dégager un revenu. Ils sont déjà convaincus de la valeur, mais ce qu'il faut, c'est des soutiens l'accès aux terres, aux prêts pour le financement, hein, aux ressources.
qui sont nécessaires. Donc, c'est ça les appuis qui sont nécessaires pour que ça soit rentable. Mais il y en a plein qui font ça, c'est presque une mission, hein? Les jeunes avec qui on travaille, ils vont pratiquement vivre la seuil de la pauvreté, mais éventuellement, ils vont vouloir se marier, avoir des enfants. Et donc, mais c'est pour ça qu'il faut des programmes qui sont bien conçus pour appuyer cette transition pour que ça soit rentable pour eux. Oui, absolument. Mais Julien, tu as fait une étude récente qui montre qu'il y a une certaine rentabilité pour ces productions durables. Alors, on a effectivement conduit une étude qui analysait différents référentiels agroécologiques, notamment l'agriculture bio, sous l'angle à la fois des exigences environnementales liées à ces cahiers des charges et puis en termes de performance économique. Et on montre que dans la majorité des cas, la transition d'une agriculture conventionnelle vers la bio est rentable. Alors ça s'explique par des baisses d'utilisation d'intrants, de pesticides, d'engrais, donc moins de charges qui vont compenser les baisses de rendement observées par les agriculteurs qui passent en bio. Et s'ajoute à ça un prix d'achat qui est beaucoup plus rémunérateur que le prix d'achat de produits conventionnels. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire que tous les agriculteurs devraient assez logiquement, du fait de ce constat économique, s'orienter vers la bio. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que d'abord, techniquement, c'est compliqué, c'est complexe. Il faut réinventer des systèmes de production qui ont été simplifiés d'un point de vue agronomique pendant des années. Et c'est pour des agriculteurs conventionnels qui, je le redis, en France, dans un très grand nombre de cas, sont dans une situation économique très difficile. C'est une vraie prise de risque de passer du conventionnel au bio. C'est un vrai saut dans le vide et c'est un saut qui nécessite un accompagnement de long terme. Faire évoluer une ferme, ça prend 6, 7, 8, 10 ans parfois. Ça nécessite d'être soutenu techniquement, ça nécessite d'être soutenu financièrement. Et c'est dans ce sens qu'il faut, pour avoir une agriculture durable, avoir aussi des politiques durables, c'est-à-dire des politiques qui s'inscrivent dans le temps long. Et ça, c'est peut-être l'un des principaux reproches qu'on peut faire aux politiques agricoles françaises, c'est-à-dire on reste quand même sur des dynamiques qui se limitent à un mandat de 5 ans et s'inscrire dans le temps long et avoir une vraie continuité qui permette d'accompagner les agriculteurs en profondeur dans la durée, c'est un petit peu plus difficile. Mais oui, donc par rapport à la question, dans un certain nombre de cas, et même dans la majorité des cas qu'on a pu étudier, on montre qu'il y a une rentabilité économique au passage à la bio, mais ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une vraie question technique, agronomique, et donc très complexe d'un point de vue technique. Et donc, ça retourne sur notre question de la jeunesse et du temps long que doivent avoir les agriculteurs pour penser ce changement, sans doute. Au Canada, dans les questions-réponses, là, on me dit que le gouvernement vient de mettre en place un conseil canadien de la jeunesse agricole, qui est un organe de consultation constitué de 25 jeunes Canadiens qui discutent directement avec la ministre Bibeau. Est-ce que ce type d'organe consultatif existe aussi en France? Alors, on n'a pas tout à fait le même niveau d'association, en tout cas de structure spécifiquement dédiée à la jeunesse agricole en France. Alors, on a un syndicat en France qui regroupe les jeunes agriculteurs, mais qui est affilié au syndicat majoritaire. Donc, à ma connaissance, on n'a pas de dynamique spécifique ou d'instance spécifique qui porte sur la jeunesse agricole. On observe néanmoins la même appétence des jeunes pour des modes de production plus durables. Et on a des politiques en France d'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs qui sont dédiées et qui sont aussi en partie financées par la politique agricole commune et qui permettent de faciliter cette installation des jeunes agriculteurs. Mais je le redis, ça reste compliqué dans un certain nombre de cas, techniquement, parce que toutes les structures d'accompagnement vers des modes de production durables ne sont pas forcément présentes sur tout le territoire.
Et on a encore des mentalités à faire évoluer. On a un système agricole qui reste dominé par des modes de production conventionnels. On a des instances d'accompagnement technique qui restent encore imprégnées de cette culture historique qui a eu des bénéfices, puisqu'elle a permis d'augmenter la production agricole après-guerre, mais qui a eu des effets assez délétères sur l'environnement dans un certain nombre de cas. Voilà, donc on a des structures aussi qu'il faut faire évoluer dans l'accompagnement des agriculteurs et dans le soutien à l'installation des plus jeunes. Merci. Le temps est vite passé. Le mot de la fin, Gisèle, pour conclure, quel est peut-être ce que vous retenez de plus intéressant en venant du côté de la France, qui peut être quelque chose à avoir en tête pour le Canada? Et puis je poserai la même question réciproque à Julien après. Bien, je pense que même si nos contextes politiques sont différents, on s'influence. Je sais que là, j'ai vu dans les questions, il y a toutes sortes de choses qui se passent, soit au gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec souvent se tourne vers la France pour s'inspirer de plusieurs choses, des politiques, des programmes. Donc, je pense qu'il faut travailler ensemble. Si je pourrais vous laisser avec une pensée, c'est que on ne pourra pas faire ces transitions-là si on ne regarde pas les inégalités sociales. Et c'est vraiment fondamental. Et on oublie ça quand on travaille un peu avec la technique et tout ça, les labels. Et c'est une question dans le monde entier. Et surtout avec la pandémie, où les gens, déjà il y avait des problèmes avant la pandémie, les pertes d'emploi, de revenus, tout ça. Donc, il faut vraiment que ça fasse partie de la discussion. Merci Gisèle. Julien, le mot de la fin? Alors, je rejoins tout à fait Gisèle sur la nécessité d'avoir une vision systémique, mais qui dépasse le système alimentaire et qui vraiment prenne en considération les enjeux sociaux et les questions d'inégalité, c'est central. Moi, je suis très frappé des points de convergence entre le Canada et la France dans l'appétence des jeunes, la volonté d'une transition, la nécessité d'avoir des initiatives locales extrêmement fortes soutenues par les collectivités locales, soutenues par les associations de consommateurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de points communs et je trouve ça plutôt positif. C'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à parler de l'agriculture de manière négative en ne pointant que les questions d'usage de pesticides et les points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de signaux positifs qui sont envoyés et c'est à nous. Quand je dis nous, c'est puissance publique, acteurs des politiques publiques, de faire en sorte d'accélérer, de soutenir ces dynamiques citoyennes et ces dynamiques locales, que ce soit en France ou au Canada. Merci à tous les deux. Et effectivement, un message d'espoir en provenance de chacun de vous deux, donc, qui peut contribuer effectivement aux évolutions des débats de part et d'autre de l'Atlantique. Merci encore. Je repasse la parole à Laetitia. Merci aussi à Laetitia du CIAL d'avoir organisé tout cela. Merci. Merci à vous pour cette discussion absolument passionnante. Je pense qu'elle aura apporté des réponses à beaucoup d'entre nous et j'ai beaucoup apprécié personnellement participer à cette discussion. Donc, merci à vous tous de votre participation. Merci Gisèle, merci Xavier, merci Julien et merci aux participants d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous rappelle que cette discussion sera présente d'ici environ 2 heures sur la section des conférences en rediffusion si vous désirez vous y référer de nouveau. Et elle sera également mise à votre disposition sur notre chaîne YouTube sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à vous y référer de nouveau. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente visite du CIAL Canada et à très bientôt. Merci.